Cet article audio est lu par une voix numérique. La biographie publiée ici est l'œuvre de Laura Barbieri, qui a collaboré étroitement avec la docteure Antonietta Bernardoni entre 1970 et les années 2000 en transcrivant ses écrits et en partageant son engagement intellectuel et humain. Barbieri a publié ce texte comme page d'accueil du site consacré à Bernardoni qu'elle a créé à partir de 2018. Après son décès, survenu à la fin de 2024, le site est resté en ligne et est aujourd'hui géré par le collectif Antonietta Bernardoni, qui en poursuit le travail de conservation et de diffusion. Cet audio-vidéo est dédié à la mémoire de Laura Barbieri. Antonietta Bernardoni, une brève biographie. Antonietta Bernardoni est connue, non seulement en Italie, pour avoir placé au cœur de ses recherches les processus de guérison de ce que l'on appelle le malade mental, ainsi que pour sa critique radicale de la psychiatrie, de la psychanalyse et de la psychologie. Pour les dépasser, elle a encouragé des débats publics autour de l'activité thérapeutique populaire, ainsi que l'élaboration de la désaliénistique anthropo-évolutive, une nouvelle science selon laquelle, dans le domaine des relations humaines, chacun peut être chercheur et scientifique. Son œuvre a suscité un grand intérêt, de l'adhésion et de la participation, mais aussi de fortes résistances. Née le 2 novembre 1919 à Montèze, dans la province de Modène, où elle s'est éteinte après une longue maladie en 2008, passionnée par les études humanistes et médico-scientifiques, elle obtint d'abord une licence de lettres et de philosophie à l'Université de Florence, puis une licence de médecine et de chirurgie à l'Université de Modène. Elle participa à la lutte partisane, fut enseignante, médecin de campagne, thérapeute et chercheuse. Très critique à l'égard du système économico-social alors en vigueur, elle se référait constamment au mouvement ouvrier et à ses organisations, en particulier au PCI. Dès 1939, dans le cadre d'une enquête de nature philosophique et psychologique conduite à l'Institut de psychologie de l'Université de Florence, le seul qui existait alors en Italie, Antonietta Bernardoni engagea une critique profondément radicale de la psychanalyse et de la psychologie en tant qu'outil de connaissance et de compréhension de l'être humain. En 1949, alors qu'elle était étudiante en médecine, lors de son premier contact avec la psychiatrie, elle en vint à se défier des capacités thérapeutiques de ceux qui auraient dû lui apprendre à connaître et à soigner les maladies de l'âme. Elle voyait plutôt dans leurs interventions un processus de médicalisation et de psychiatrisation. À cette défiance s'ajouta sa découverte des capacités thérapeutiques de tous ceux qui ne vivent pas en exploitant ni en opprimant d'autres êtres humains, et qui n'ont donc aucun intérêt à dissimuler la vérité sous quelque aspect que ce soit, notamment en ce qui concerne les rapports réels et concrets entre les êtres humains. Refusant l'approche traditionnelle de la souffrance, dite psychiatrique, Antonietta Bernardoni commença à œuvrer à la transformation de la situation concrète dans laquelle était plongée la personne en difficulté, en intervenant d'abord dans un cadre privé, au moyen d'une thérapie à deux, puis, dans un second temps, publiquement, par le biais de l'activité thérapeutique populaire qu'elle avait elle-même créée. Ces deux phases de la recherche ont été définies par la professeure Angiola Masuco Costa, alors directrice de l'Institut supérieur de psychologie sociale de Turin, respectivement comme premier segment et comme second segment. Sa thérapie privée, premier segment, consistait en une thérapie originale, radicalement nouvelle, qui se déroulait avec l'implication systématique non seulement des parents et des proches, mais, lorsque cela était possible, aussi des amis, des collègues de travail ou d'école, voire des adversaires de la personne en difficulté. Dans sa thérapie, la création d'un groupe d'aide était centrale. Elle ne s'attardait pas tant sur les symptômes du patient en thérapie, elle analysait plutôt les potentialités de développement de son réseau de relations interpersonnelles, ses modes de relation et de vie, ses projets, ainsi que la cohérence avec sa vision du monde. Elle préparait ainsi le terrain au processus potentiel de déconditionnement et de nouvel apprentissage. Jusqu'à la naissance et la diffusion de la TP, Antonietta Bernardoni a toujours été très réticente à parler de la thérapie qu'elle pratiquait.
Sa crainte était que de cette thérapie puisse naître une sorte de nouvelle école, exempte des falsifications et de l'irrationalisme caractéristique de la psychiatrie, de la psychologie et de la psychanalyse, mais qui resterait malgré tout une école, dans laquelle serait néanmoins réservé au corps médical le droit de s'occuper de problèmes qui, en l'absence de lésions primitives ou secondaires du système nerveux central, ne relèvent pas véritablement du domaine médical, bien consciente que ce dont on avait besoin n'était ni d'une nouvelle école de psychiatrie, ni d'une nouvelle école de médecine, mais d'une organisation plus efficace, au quotidien et dans les relations interpersonnelles, de la solidarité populaire. La deuxième phase de sa recherche, deuxième segment, s'est concrétisée dans l'activité thérapeutique populaire, au sein de laquelle l'aide n'est plus fournie par la docteure Bernardoni, mais par une assemblée publique d'ATP. Dans un premier temps, la docteure participa et anima le débat en assemblée. Par la suite, elle s'en abstint volontairement afin de permettre à l'Assemblée d'exercer, de manière collective, réciproque et égalitaire, une stimulation favorisant le développement de la personnalité de chacun, sans aucune forme de délégation, pas même à son égard. L'activité thérapeutique populaire n'est pas une activité médico-curative, mais une forme nouvelle d'activité populaire préventive, à caractère gratuit, collectif, concret, continu, réciproque et non violent, qui a pour objet l'étude scientifique de la personnalité, la promotion et la transformation de la qualité de vie, ainsi que l'entraide mutuelle. Dès avant l'activité thérapeutique populaire, Antonietta Bernardoni avait créé publiquement le groupe Contre les peurs, dans le cadre du mouvement de coopération éducative de Modène, dont les réunions avaient lieu à la Chambre du travail. À ces occasions, elle apportait des contributions pratico-théoriques de très grande importance à la désensibilisation aux peurs, si bien que le groupe modénais initial du mouvement de coopération éducative devint rapidement le groupe national MCE pour la gestion sociale de la santé mentale. Avant même la création de l'ATP, Antonietta Bernardoni, avec d'autres personnes, avait organisé des assemblées publiques de relations humaines dans le quartier, au quartier San Faustino de Modène. Les très nombreux contacts avec les milieux scientifiques, académiques et politiques, la participation à des colloques et à des congrès, ainsi que les contributions aux programmations médico-sociales de certaines provinces et régions ont entraîné des séjours plus ou moins longs à Florence, Milan, Turin, Parme et dans d'autres villes italiennes. Elle a écrit « La santé mentale », lettre à un ouvrier de la métallurgie, imprimerie du Cine, Conegliano, 1973, La psychiatrie contre l'école, publication MCE, Conegliano, 1975, Une psychiatrie sans avenir, maison d'édition Linéa, Padoue, 1975, L'activité thérapeutique populaire, coopérative des typographes, Modène, 1976, et de nombreux documents ronéotés, rédigés et diffusés lors de colloques. Merci de votre attention. Vous pouvez approfondir davantage en lisant l'article original sur antoniettabernardoni.it ainsi que sur archive.org. Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement par YouTube de façon automatique. Cet article audio a été produit à l'aide d'une synthèse vocale. Le contenu est diffusé gratuitement à des fins scientifiques, culturelles et documentaires. Bienvenue à toutes et à tous dans cet approfondissement. Alors, aujourd'hui, nous nous plongeons dans la pensée et le travail d'Antonietta Bernardoni, une figure résolument critique à l'égard de la psychiatrie et de la psychologie traditionnelle. Les sources dont nous disposons sont une biographie. Certains de ses écrits décrivent son approche particulière. Pour la mission et bien comprendre son parcours, les idées centrales de sa recherche sur les processus de guérison et sur la fameuse activité thérapeutique populaire, l'ATP. D'accord, commençons à décortiquer cela un petit peu. Bernardoni était profondément convaincu que, dans le domaine des relations humaines, chacun pouvait devenir un chercheur, presque un scientifique, en quelque sorte. Exactement. Parlons d'une figure, complexe. Né en 1919,
décédé en 2008, diplômée à la fois en lettres et en philosophie. Ah, les deux. Oui, et aussi en médecine. Ensuite, elle a pris part à la lutte partisane et elle... Elle a été enseignante, médecin, et sa critique du système, voyez-vous, n'est pas arrivée tard. Dès 1939, vraiment, oui, tout à fait. Oui, dès 39, elle définissait la psychanalyse. La psychologie, en tant qu'outil inadéquat, en somme pas adapté pour vraiment connaître l'homme. Donc, même avant l'obtention de son diplôme de médecine. Mais qu'est-ce qui l'avait frappé si tôt? Y avait-il une raison particulière? Il semblerait qu'il y ait eu une méfiance de fond à l'égard des outils conceptuels de l'époque. Et cette défiance, disons, s'est ensuite cristallisée en 1949, lorsqu'elle était étudiante en médecine, en observant la psychiatrie. Et que voyait-elle dans la psychiatrie? Eh bien, elle y voyait un processus de médicalisation forcée, c'est-à-dire la transformation de problèmes humains complexes en étiquettes médicales, en maladies. À cela, elle opposait ce qu'elle appelait la découverte des capacités thérapeutiques. Capacité de soins. Des gens ordinaires. En particulier, elle parlait de ceux qui ne vivaient pas de l'exploitation. Il y avait, dans sa pensée, un lien social très fort. Ce lien est très intéressant. Donc, en rejetant clairement l'approche médicale plus traditionnelle, sur quoi Bernardoni s'est-elle surtout concentrée? Elle s'est concentrée sur la transformation de la situation concrète de la personne. Son travail s'est articulé en deux phases principales. 2 segments, comme Lee les appelait. 2 segments? Oui, le premier était une sorte de thérapie. Privé, mais très original dans son approche. Attendez, il y a un point qui m'a vraiment marqué en lisant les sources. On dit que cela impliquait non seulement les proches, ce qui n'est déjà pas si évident, mais aussi des amis, des collègues, voire même des adversaires. Comment peut-on vraiment gérer une chose pareille? Cela semble sincèrement incroyablement complexe. Et oui, en effet, c'était une approche très radicale. Le problème, ce n'étaient pas les symptômes, ni le trouble lui-même. Et alors, quoi? Une personne de son réseau interpersonnel. On travaillait sur les projets, sur la cohérence entre la vision du monde et les actions. L'objectif était, enfin comme elle l'appelait, un déconditionnement et un nouvel apprentissage. Alors, le déconditionnement. Un mot-clé, il me semble. Pourriez-vous nous expliquer un peu mieux ce qu'elle entendait par là? Bien sûr. En pratique, il s'agissait d'aider les personnes à reconnaître et, disons, à démanteler les cages, mentales, sociales, émotionnelles, qui les limitaient. Des cages souvent bâties à partir d'expériences passées, de pression sociale. Je comprends bien. Se libérer de ces conditionnements. Exactement. Une fois libérées, elles pouvaient bâtir de nouvelles façons de penser, de ressentir, d'agir, plus libres, plus authentiques. Bref, un vrai apprentissage. Très clair, mais alors pourquoi n'a-t-elle jamais voulu, formaliser cette thérapie, créer une école Bernardoni, comme l'ont fait tant d'autres? Écoutez, elle avait une crainte très précise. Elle redoutait que cela finisse par devenir un outil de plus réservé à la corporation médicale. Pour elle, les souffrances psychologiques, s'il n'y avait pas de lésions nerveuses, bien sûr, ne relevaient pas de la médecine. Ce n'était pas du domaine de la médecine. Non, selon elle, la solution n'était pas une nouvelle thérapie d'élite. Il fallait, et je cite presque textuellement, une meilleure organisation de la solidarité populaire. Ah, la solidarité populaire. Et j'imagine que cette idée a été l'élément déclencheur pour le deuxième volet de votre travail, l'ATP. Tout à fait. De là est née l'activité thérapeutique populaire. Et là, attention, la dynamique s'inverse complètement. L'aide ne vient plus de la seule thérapeute, uniquement de sa part, mais bien d'une assemblée publique. Ouverte. Au début, Bernardoni animait les débats. Oui, mais ensuite, elle a fait un choix intéressant. Elle s'est abstenue de les animer. Elle s'est retirée. Et pourquoi avoir fait le choix de se mettre en retrait? Cela semble contre-intuitif pour la personne qui a conçu la méthode. Eh bien, l'objectif était précisément de favoriser une dynamique collective, réciproque et véritablement sur un pied d'égalité. L'idée forte était que la croissance personnelle, la guérison, puisse se faire grâce aux échanges, au soutien mutuel au sein du groupe, sans déléguer son propre parcours à un expert. C'était la communauté qui devenait thérapeutique, vous voyez ? Je comprends. Donc, l'ATP n'était pas une thérapie au sens médical classique. Les sources la décrivent précisément comme une activité non médicale et non curative. Populaire, préventive, gratuite. Oui, et collective, concrète, continue, réciproque et non violente. C'est un renversement remarquable. Le soin devient une forme de solidarité active, organisée. Exactement.
Et l'objectif était double. D'une part, étudier scientifiquement la personnalité dans son contexte réel, quotidien. D'autre part, encourager l'entraide entre des personnes partageant souvent des conditions difficiles, parfois d'exploitation. Ce n'était pas né de nulle part, n'est-ce pas? Ah, il y avait des expériences précédentes. Bien sûr, déjà auparavant, à Modène, elle avait créé le groupe Contre les peurs, dans le cadre du mouvement de coopération éducative, et elle avait organisé des assemblées publiques sur les relations humaines dans le quartier. C'était cohérent pour elle. J'imagine qu'une approche aussi atypique ait suscité des réactions assez fortes, à la fois positives et négatives, je suppose. Absolument, ça a suscité beaucoup d'intérêt, a été très suivi, mais aussi de fortes résistances, autant du monde académique que politique. Il n'était pas simple d'accepter une telle idée. Pourtant, il a dialogué avec les deux, si je comprends bien. Oui, il a tissé beaucoup de liens avec le monde scientifique et politique. Il a aussi participé à des réflexions sur la planification socio-sanitaire. Il nous a aussi laissé des écrits importants comme La santé mentale, Lettre à un métallurgiste ou L'activité thérapeutique populaire. Des textes encore très denses aujourd'hui. Ainsi, en faisant un petit bilan de ce parcours fascinant, que nous laisse Bernardoni? Il me semble surtout qu'il s'agit d'une invitation particulièrement puissante à dépasser la vision individuelle, et souvent médicalisée, de la souffrance, en misant avant tout sur la diffusion du réseau social, sur la conscience collective et sur la solidarité populaire comme véritable moteur de changement et de bien-être. C'est exactement ça. C'est une perspective radicale sur le bien-être mental et social. Et si on relie cela à un cadre plus large, son travail nous lance encore aujourd'hui un défi. Il y en a. Démédicalisé, né de besoins concrets de cette époque. Aujourd'hui, dans un tissu social très différent, peut-être plus fragmenté, et avec des outils technologiques aussi omniprésents, quelles pourraient être les difficultés, certes, mais aussi les potentialités à réintroduire des principes similaires, des principes de mutualité, de soutien diffus, éventuellement en dehors des circuits traditionnels de prise en charge? C'est une bonne question. Oui, c'est une réflexion qui, à mon avis, mérite vraiment qu'on s'y attarde. Ce podcast a été lu par une voix numérique. Conversation basée sur un texte biographique. Narration audio créée afin de faciliter la diffusion publique de l'œuvre de l'autrice.